L'enveloppe se froissa dans ma main comme une mauvaise chute de blague. Un papier craft jaune, de la camelote, posé là, entre les canapés au homard et les flûtes à champagne gravées sur mesure. Élise me la tendit comme si elle me faisait une faveur. C'est pour toi, dit-elle, tout sourire, parfaitement encadré par le logo en marbre doré du cabinet qui brillait derrière elle, tel un trône qu'elle avait apparemment construit seule. Des rires se propagèrent sur le toit terrasse. Donateurs, partenaires, influenceurs, tous portaient un toast à son parcours. Je baissai les yeux. Les papiers du divorce. Elle avait glissé un stylo à l'intérieur, comme si elle s'attendait à ce que je signe entre deux plats. Nous nous sommes éloignés, murmura-t-elle, ses lèvres bougeant à peine, comme si elle me donnait une indication scénique. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste posé ma coupe de champagne sur la table polie, en faisant attention de ne rien renverser. J'ai lu les 3 premières lignes, puis j'ai tourné à la page des signatures et j'ai signé. Pas parce que j'étais vaincu. Pas parce que j'étais abasourdi, mais parce que je savais déjà. Je savais d'où venait le financement. Je savais quelle clause elle avait oublié d'examiner dans ce petit contrat de mariage qu'elle avait parcouru une fois entre une séance de yoga et une réunion du conseil d'administration. Je savais ce qui arrive quand on sous-estime l'homme qui a construit l'échafaudage sous votre projecteur. Le photographe a immortalisé ma sortie. Bien sûr qu'il l'a fait. Élise l'avait engagé pour des clichés pris sur le vif. Vous savez, le genre de photos qui deviennent virales dans les magazines juridiques. Mais ce ne serait pas cette photo qui ferait la une. Ce serait celle prise 5 minutes plus tard. Élise tenant une flûte de champagne, souriant comme si elle avait gagné une guerre. Ignorant que sa fête de la victoire se tenait à mes frais et selon mon compte à rebours. Alors oui, je suis parti. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas brisé de verre ni crié une phrase poétique qui lui aurait donné ce qu'elle voulait. Du drame. Non. Je lui ai offert le silence. Le genre de silence qui s'infiltre dans une pièce après que la musique s'arrête. Écoutez, si vous avez déjà tout donné à quelqu'un, de l'argent, du temps, la tranquillité d'esprit, pour qu'on vous rende votre propre nom comme un reçu de caisse. Vous comprenez? Et si vous êtes toujours avec moi, envisagez de vous abonner. Plus de 97% des gens qui écoutent ne le font jamais, et croyez-moi, votre soutien fait une plus grande différence que vous ne le pensez. Il permet aux histoires de continuer à couler et à l'équipe de rester motivée. Merci. Retour sur le toit terrasse. Ses amis riaient. Certains hochaient la tête avec sympathie, comme si elle venait de faire la chose responsable, comme si divorcer d'un homme qui la freinait était l'étape naturelle après le lancement de son propre cabinet d'avocat boutique. Le même cabinet, remarquez bien, qu'elle appelait autrefois notre rêve commun. Celui qui n'aurait pas pu voir le jour sans mon financement discret, mes relations stratégiques, et une indemnité de départ particulièrement bien négociée en coulisses avec une entreprise qu'elle pensait avoir battue au mérite. C'est la partie que les gens ne voient pas, l'équipe des coulisses. Élise a toujours été sur le devant de la scène, impeccable, brillante avec les clients, mais elle ne savait pas comment construire une infrastructure. Elle ne pouvait pas lire une fiche de conditions sans aide. Elle m'a demandé un jour si le burn-out était une affection médicale. Mais je suis resté silencieux pendant 17 ans parce que l'amour n'est pas toujours bruyant, jusqu'à ce qu'il se termine par une enveloppe. Après mon départ, j'ai pris l'ascenseur privé. Je n'ai même pas desserré ma cravate. Le voiturier m'a tendu mes clés avec un air penaud, « Dure soirée, monsieur. » J'ai souri. Pas encore. Ce qu'Élise ne savait pas était simple. Ce n'était pas une réaction. C'était une révélation. Elle avait pris le silence pour de la faiblesse. Le soutien pour de la servitude, la maison partagée, la confiance partagée, la feuille de route partagée pour de la soumission. Je ne suis pas seulement parti de sa fête. Je suis entré dans la mienne. Le temps que le quatuor à cordes range ses instruments et que le bar du toit commence à rincer les flûtes à champagne, Élise était toujours radieuse, se prélassant encore sous les feux des projecteurs. La fête s'était déroulée exactement comme elle l'avait imaginé, photos, couverture médiatique, quelques investisseurs éméchés lançant des mots comme « visionnaire » et « révolutionnaire ». Elle répondait à chaque compliment avec la même phrase répétée. Il a fallu tout un village, puis elle faisait une pause, souriait. Mais la vision a toujours été la mienne. Pendant ce temps, au 37e étage, le vrai village se désagrégeait. À 23h08, le premier virement a été rejeté. Il n'était pas petit.
1,7 million destiné à une nouvelle suite d'acquisition de clients et à l'embauche de 2 associés seniors d'un cabinet rival. Brandon, le nouveau directeur des opérations d'Elise, trié sur le volet dans une start-up financière parce qu'il utilisait des mots comme « piste de décollage » et « effet de levier » dans chaque phrase, a vu la transaction échouer sur son tableau de bord. Il a supposé que c'était une erreur de timing. Il a réessayé. Rejeté. Le deuxième virement, 4,2 millions de dollars pour les dépenses marketing, l'expansion et une nouvelle agence de relations publiques dont Elise ne tarissait pas d'éloges, a échoué. Ensuite, erreur d'autorisation. C'était le message. Pas « fonds insuffisants », pas « compte bloqué », juste « erreur d'autorisation ». Brandon a vérifié l'expéditeur. Stratwell Capital Group LLC. C'est là que son estomac s'est noué. Stratwell n'était pas une grande banque. Ce n'était pas un fonds de capital risque ou un géant du capital investissement. C'était le nom de la société holding que Thomas avait enregistrée il y a 6 ans, une obscure SARL enfouie sous des couches d'isolation juridique. Brandon n'y avait pas beaucoup réfléchi. Elise l'appelait son « groupe d'investisseurs providentiels ». Elle disait que Thomas avait aidé à réunir quelques vieux amis de ses jours à Wall Street pour lancer le cabinet. Personne ne s'est posé de questions. Personne n'a demandé qui virait l'argent, seulement qu'il arrivait à temps chaque trimestre. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Brandon a envoyé un message à Elise, qui était encore à l'étage en train de prendre des selfies d'après-fête avec une blogueuse lifestyle. Un des comptes d'investisseurs a des erreurs. On dirait que Stratwell nous a signalé pour examen. Elise a ri, littéralement ri, et a répondu par écrit. Probablement un bug de leur système interne. Thomas a toujours dit que leur banque était archaïque. Sauf que Stratwell était la banque. À 23h51, Brandon a rafraîchi le tableau de bord interne. Une nouvelle bannière rouge clignotait en haut de l'écran. Source de financement principale signalée pour résiliation. Examen en cours. Il se figea, essaya de retracer le chemin de l'autorisation. Toutes les routes menaient à une seule signature numérique, T.S. Whitaker. Thomas. C'est alors que le directeur des opérations fit quelque chose de rare. Il appela. Pas de mail, pas de SMS, il appela. Elise décrocha à la deuxième sonnerie, encore grisée par le veuve Clicquot et la validation. Bran, il est tard. Ça va? Savais-tu que Stratwell, c'est Thomas? Sa voix se brisa légèrement. Pas juste connecté à lui, c'est lui. C'est une société écran. Il a tout financé lui-même. Elle rit de nouveau. C'est absurde. Stratwell était la société de son ami. Peter ou Philippou? Elise? Brandon l'interrompit, chuchotant maintenant comme si la ligne elle-même avait des oreilles. J'ai fait un audit complet. Peter Marshall était un alias. L'enregistrement du nom de domaine remonte à une boîte postale à Ridgefield. Cette boîte est enregistrée à ton nom depuis 6 ans. Il a monté tout ça via ta propre fiducie. On n'a juste jamais regardé d'assez près. Silence. Tu réagis de manière excessive. Non, dit Brandon. Je ne réagis pas assez. À minuit, Elise consulta le rapport interne sur son iPad. Sa connexion ne fonctionnait pas, erreur d'accès. Elle essaya de nouveau. Identifiants invalides. C'est là qu'elle cessa de sourire. Quelque part dans les journaux du serveur, un horodatage indiquait « Révocation initiée ». 00 heure, 00 minutes et 00 secondes. Elle pensait encore que c'était temporaire. Un bug. Une petite crise de colère qui l'annulerait le matin après quelques verres et un discours culpabilisant. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que rien n'était cassé. Tout fonctionnait. Exactement comme prévu. À minuit 47, Elise était pieds nus dans son bureau, toujours dans sa robe de soirée, les bretelles glissant d'une épaule, tournant en petits cercles violents autour du bureau en marbre noir qu'elle avait autrefois choisi avec Thomas, à l'époque où elle pensait que l'esthétique comptait plus que l'héritage. Le stylet plaqué or qu'il lui avait offert pour le lancement était dans un coin, intact. Elle composa de nouveau son numéro. Messagerie vocale, encore et encore. Bonjour, vous êtes bien chez Thomas Whitaker. Veuillez laisser un message. Elle n'en laissa aucun. Elle continuait simplement de recomposer, comme si cela pouvait le forcer à répondre, comme si la répétition pouvait remplacer la pertinence. L'air de la nuit était plus froid maintenant.
Les fenêtres offraient une vue parfaite sur la ligne d'horizon qu'elle pensait posséder. Mais la vitre reflétait autre chose. Son visage et, derrière lui, une autre sorte de ruine. Pas externe, interne, structurelle. Sa première véritable panique ne vint que lorsqu'elle ouvrit le tableau de bord bancaire sur son iPad. Leur compte joint à haut rendement, vidé. Solde nul. Historique des transactions, virement effectué vers Crescent Holdings. Elle ne reconnaissait pas le nom, alors elle cliqua. L'adresse d'enregistrement menait à une société holding du Delaware. Elle essaya de creuser davantage, mais son accès avait été révoqué à 23h59. Cet horodatage exact, encore une fois. Elle se tourna ensuite vers leur portail de gestion immobilière. La maison du lac, celle du Vermont, disparut. Titre de propriété transféré à North Axis Development. Elle cliqua et trouva la signature. Thomas S. Whitaker, sans cosignataire. Ensuite, la société de courtage qu'ils avaient tous deux utilisée pendant des années, celle où elle gardait ses investissements passifs, pour la plupart ignorés depuis la faculté de droit. Elle se connecta. Accès refusé. Elle essaya le lien, mot de passe oublié, entra son email. Email non reconnu. C'était comme si elle avait été effacée de sa propre vie, comme si l'homme qu'elle qualifiait de « juste le mari » avait su exactement comment revenir sur ses pas à travers chaque porte qu'ils avaient franchie ensemble, fermant chacune d'elles derrière lui. Son nouveau directeur financier, un homme nerveux au passé de start-up technologique et à l'habitude de porter des baskets aux réunions du conseil, entra silencieusement dans la pièce. « Je pensais, dit-il à peine plus fort qu'un murmure, je pensais qu'il n'était que le mari. » Élise ne répondit pas, fixant simplement l'écran figé devant elle comme s'il l'avait personnellement trahi. Ses ongles, autrefois manucurés à la perfection, creusaient des croissants dans la paume de sa main. Elle essaya d'envoyer un SMS cette fois. « Il faut qu'on parle. » Pas de réponse. « S'il te plaît, je ne savais pas, rien. » Tu réagis de manière excessive. Réglons ça comme des adultes. Toujours rien. Le silence était insupportable, mais il était familier. C'était le même silence qu'elle lui avait servi pendant des années, rejetant ses questions, balayant ses préoccupations, minimisant sa contribution. Quand il voulait discuter de la planification de la succession pour son cabinet, elle lui disait de rester à sa place. Quand il lui a suggéré de renégocier avec le promoteur immobilier pour le bail de leur siège social, elle a ri et dit « Tu n'es pas mon conseiller ». Non, il était plus que ça. Il était la fondation. Et elle venait d'essayer de l'expulser de l'empire qu'il avait construit. Maintenant, elle comprenait enfin pourquoi il n'avait pas crié, ni lutté, ni supplié. Parce que les hommes comme Thomas ne supplient pas. Ils restructurent. Elle ouvrit le répertoire interne pour trouver quelqu'un, n'importe qui pourrait en savoir plus. Les noms commencèrent à disparaître sous ses yeux, comme si l'infrastructure de son propre cabinet la ghostait, en temps réel. Le téléphone lui glissa des doigts, atterrissant sur le sol avec un bruit sourd. Elle se pencha lentement, tremblante, et le ramassa. 10h09, toujours pas d'appel manqué de sa part. Une seule notification ouverte. Vos paramètres d'authentification à 2 facteurs ont été récemment mis à jour. Pas par elle. Le soleil du matin frappa les fenêtres de son bureau comme une blague cruelle. Une lumière inondant un champ de bataille. Élise n'avait pas dormi. Sa robe était toujours froissée autour de sa taille, ses cheveux épinglés dans un chignon à moitié effondré, le mascara maculé en de faibles rigoles sous ses 2 yeux. Personne ne frappa, personne n'osa. Elle était enfin seule dans le bâtiment qu'elle pensait diriger. Jusqu'à ce que son téléphone vibre à 7h42. Un appel de Greg, son avocat de longue date. Vieille école, trop prudent, cher comme le diable. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose au fond d'elle lui dit qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Élise, dit-il, la voix sèche. Nous avons parlé à l'agent fiduciaire ce matin, celui qui supervise le montage Stratwell. Nous avions besoin de clarté sur la source de financement et la mainlevée des privilèges. Bien, l'interrompit-elle, saisissant une serviette tachée de café pour prendre des notes. C'est juste un truc administratif, n'est-ce pas? Quelque chose que nous pouvons menacer d'une ordonnance du tribunal. Silence. Puis la voix de Greg baissa. Il invoque la clause 7.3 de l'accord sur les biens matrimoniaux. Sa main cessa de bouger. La pointe du stylo s'enfonça dans la serviette jusqu'à la déchirer. La clause quoi?
Page 6 du contrat de mariage, dit Greg avec précaution. L'avocat de Thomas a déposé un avis de procédure pour initier une demande de réversion sur tous les investissements détenus conjointement, citant la clause sur l'atteinte à la réputation en cas d'humiliation publique, spécifiquement le langage que vous avez tous deux signé sous la section. Attends, lança-t-elle. C'était théorique. Cette clause était une blague. Il l'a ajoutée parce qu'il s'inquiétait des gros titres. Tu te souviens? Je l'ai signé parce que tu as dit que c'était symbolique. Greg s'éclaircit la gorge. Ce n'est plus symbolique maintenant. C'est exécuté. La clause a du mordant. Si la réversion est liée à une gêne publique démontrable, ce qui est absolument le cas étant donné les images de la nuit dernière, alors chaque compte, investissement et propriété liés aux deux noms revient par défaut au financier d'origine. C'était lui le financier, murmura Élise. Exactement. Pour la première fois en 17 ans, Élise ne pouvait plus parler. Elle attrapa le tiroir de son bureau, le deuxième en partant du haut, derrière une vieille agrafeuse, et en sortit le contrat de mariage, une pile fine et soignée reliée par un ruban bleu délavé. Elle ne l'avait pas touché depuis des années. Y avait encore moins pensé. À l'époque, Thomas avait insisté pour que les choses soient claires. Elle avait plaisanté en disant qu'il était dramatique. Il avait dit, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour quand les choses deviendront bizarres. Elles étaient officiellement bizarres. Ses mains tremblaient tandis qu'elle feuilletait les pages. La voilà. Clause 7.3. En cas d'atteinte à la réputation causée par des actions publiques délibérées, y compris l'humiliation, la dégradation ou la diffamation du conjoint, la partie responsable renonce à toute réclamation sur tous les investissements partagés et les dites participations reviennent aux financiers d'origine dès l'exécution d'une pétition de divorce signée. En dessous, surligné en jaune de sa propre écriture, MDR, comme si ça allait compter un jour. Elle le fixa si longtemps que sa vision se brouilla, puis, de manière presque absurde, elle se mit à rire, doucement d'abord, puis amèrement, jusqu'à ce que son rire se courbe en quelque chose de plus proche d'un sanglot. Son assistante passa la tête par la porte, alarmée. Élise lui fit signe de partir comme on chasse de la fumée. Il le savait, murmura-t-elle. Il a construit ça pour ce moment précis. Et il avait attendu, patiemment, silencieusement, pendant qu'elle le rejetait, pendant qu'elle lui coupait la parole dans les réunions d'investisseurs, se moquait de ses suggestions d'embaucher un deuxième responsable de la conformité, ignorait chaque avertissement discret masqué en préoccupation conjugale. Thomas n'avait jamais été contrôlant. Cela aurait été plus facile à détester. Il avait été préparé. Élise attrapa son téléphone, consulta les images de la fête sur le toit. Les voilà. Elle lui tendant l'enveloppe, le reflet des flashs des appareils photo, elle prononçant les mots « Nous nous sommes éloignés ». Une foule de collègues riant derrière elle comme si tout cela n'était qu'une performance, et maintenant, c'était une preuve. La clause 7.3 n'était pas seulement applicable. Elle avait déjà été appliquée. Elle regarda de nouveau autour du bureau, les murs qu'elle appelait autrefois sa cathédrale, et réalisa qu'elle ne possédait même pas les briques. Le buzz qui suivit la soirée de lancement dura exactement 36 heures. Puis il tourna au vinaigre. En interne, cela commença par le silence, des appels non retournés, des réunions reportées indéfiniment, des invitations de calendrier disparaissant comme de la buée sur une vitre. En externe, cela se manifesta par des chuchotements, qui, dans une communauté juridique comme la leur, équivalaient à des alertes diffusées à grande échelle. Élise savait à quelle vitesse un récit se propage quand les avocats sentent le sang. Une fuite, un commentaire, et votre pouvoir se mue en risque. Le mercredi matin, l'une de ses cofondatrices, Malin Green, ancienne associée en capital chez Carvey et Doyle, était partie. Pas de communiqué de presse, pas de mémo d'adieu, juste une déclaration de départ de 3 lignes déposées au RH et un compte email désactivé. Élise essaya d'appeler, directement sur la messagerie vocale. Plus tard dans l'après-midi, une conversation par SMS a fuité sur des subreddits juridiques. Elle montrait un investisseur anonyme, étiqueté uniquement comme « Angèle B », retirant son financement. Une ligne ressortait, encerclée en rouge par celui qui l'avait partagé, « Pourquoi tout est-il lié à lui ?» C'est à ce moment-là qu'Élise réalisa que les dégâts n'étaient pas techniques. Ils étaient narratifs. L'ADN de son cabinet, autrefois vendu comme étant dirigé par des femmes et tourné vers l'avenir, se lisait maintenant comme un projet parallèle soutenu par un mari discrètement dominant. Et pire, un qui avait disparu en pleine représentation, emportant son nom et les planches de la scène. Le jeudi,
Elle arriva au bureau à 6h12, avant le personnel, avant le bruit. Elle parcourut les couloirs pieds nus, un café à la main, comme si elle essayait de reconquérir quelque chose d'invisible. L'esthétique de start-up qu'elle célébrait autrefois porte en verre, poutres apparentes, coin détente lui parut soudain trop ouverte, trop facile pour que les gens disparaissent. Son assistante, Rachel, était déjà à son bureau quand Élise passa. Cela lui parut étrange. Rachel n'était jamais en avance. « Bonjour », dit Élise en s'arrêtant. Rachel sursauta, surprise. Elle couvrit quelque chose avec un dossier. Trop lentement. Élise haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ? » Un temps mort. Je refais juste une partie de la signalétique pour le déploiement des sponsors de la semaine prochaine. Laisse-moi voir. À contre-cœur, Rachel retira le dossier. C'était une maquette de la nouvelle brochure du cabinet pour les prochaines conférences. Le panneau avant indiquait autrefois « Élise Langford, associée gérante ». Il indiquait maintenant « Conseil d'administration ». Son nom n'était nulle part. « C'est quoi ce bordel ?» Rachel paniqua. Je ne l'ai pas changé. Ça vient d'en haut. Du marketing. Ils ont dit d'utiliser la formulation du conseil d'administration à partir de maintenant, jusqu'à ce que la restructuration du financement soit terminée. Il n'y a pas de restructuration. Rachel ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux et, pour la première fois depuis son arrivée au cabinet, évita son regard. Élise se précipita dans son bureau, claqua la porte et ouvrit les canaux Slack internes. OPS était mort. Actualité juridique était remplie d'articles qu'elle n'avait pas approuvés. Et demande admin avait un message épinglé en haut. Tous les supports de marque doivent refléter la structure de gouvernance intérimaire conformément au mémo du conseil de lundi. Utilisez l'étiquette dirigée par le conseil d'administration jusqu'à nouvel ordre. Ne pas lister les associés individuels sauf instruction contraire. Pas de signature, pas de nom, mais tout le monde savait qu'il avait orchestré. Elle attrapa de nouveau son téléphone. Toujours pas de message de Thomas, même pas une miette de pain. Et cela, plus que tout, lui donnait envie de crier. S'il s'était vanté, l'avait maudite, avait exigé quoi que ce soit, elle aurait pu se battre. Mais ça. C'était froid, calculé, corporatif. Son empire était réécrit en temps réel, et elle n'était pas mise à la porte. Elle était effacée. Le lendemain matin, son assistante de direction fut réaffectée au soutien partagé des associés. Son responsable des relations publiques prit un congé sabbatique temporaire, et son cofondateur, Daniel Soto, le dernier encore publiquement aligné avec elle, demanda une réunion privée. Il ne se présenta pas. À la place, il laissa un mot à la réception. Ce n'est pas tenable. Ma famille m'a conseillé de me retirer. Sans rancune, juste les affaires. Élise ne pleura pas. Elle ne pouvait pas. Quelque chose en elle s'était calcifié. Mais elle a bien sorti la proposition de branding originale que Thomas avait maquettée il y a 5 ans, à l'époque où le cabinet n'était encore qu'une idée griffonnée sur une serviette en lin pendant leur dîner d'anniversaire. L'Exbridge. C'était le nom qu'il voulait. Neutre, évolutif, intemporel. Elle avait insisté pour qu'il porte son nom. Élise Langford et compagnie. Maintenant, le « et compagnie » était tout ce qui restait. Et même cela était en train de se dissoudre. Lundi matin, 9h précises. Élise se tenait à la tête de la table de conférence dans la salle du conseil qu'elle appelait autrefois sa salle de guerre, le même espace où, quelques semaines auparavant à peine, elle avait présenté un pitch de style TED à une salle remplie d'investisseurs providentiels sur la disruption menée par les femmes dans le secteur juridique. Maintenant, l'énergie était différente. Les chaises semblaient plus froides. Les stores étaient baissés. Seuls 4 des 7 membres du conseil se sont présentés en personne. 2 se sont connectés avec les caméras éteintes. Un n'a même pas pris la peine. Elle avait répété son discours ce matin-là, jusqu'aux respirations. Une défense de 10 minutes de son leadership, suivie d'un plan prospectif pour la stabilité et la reprise. Elle avait même une maquette de la nouvelle structure du comité consultatif, un pivot, mais sauvable. C'était le pari. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était l'homme assis 3 chaises plus bas que son siège habituel. Il n'était pas sur la liste des invités, ne faisait pas partie du conseil. Pourtant, personne ne lui a demandé de partir. Il se présenta comme étant Darren Clark,
avocat conseil senior chez Vargas et Hume. Il parlait doucement, d'un ton neutre, comme un thérapeute lisant un rapport de toxicologie. Je suis ici au nom de monsieur Thomas Whittaker, dit-il sans lever les yeux, puis il ouvrit calmement son porte-documents en cuir et fit glisser plusieurs documents sur la table, un pour chaque membre du conseil, la copie finale atterrissant directement devant Élise. Conformément à l'accord d'investissement initial, commença-t-il, et en accord avec les dispositions énoncées dans l'addendum C, ceci est un avis formel d'intention de retirer tous les fonds d'investisseurs restants en vertu de la clause de liquidité de 72 heures. Élise ne bougea pas, ne sia pas, se contentant de fixer le titre. Avis de retrait stratégique, Stratwell Capital, accord de financement Lexbridge. Ses doigts tressaillirent. Cette clause n'existe pas, dit-elle enfin. Sa voix semblait distante, petite. Darren esquissa un léger sourire. Pas dans la version originale. L'addendum C a été annexé lors de la vérification finale par le notaire. Page 82, section 6. Vous l'avez paraphé. J'ai le fichier vidéo horodaté si vous souhaitez le consulter. La pièce était silencieuse, du genre de silence qui implique que les gens savaient que cela allait arriver et avaient simplement choisi de ne pas le lui dire. Elle feuilleta les pages, cherchant la clause comme une femme qui se noie cherche la terre ferme. La voilà, enfouie dans un jargon juridique poli. Dans le cas où l'investisseur initial, par capacité directe ou par procuration, détermine que l'association continue avec le cabinet présente un risque réputationnel, éthique ou financier excessif, l'investisseur se réserve le droit d'initier un retrait complet du capital et de suspendre tous les services de soutien avec une fenêtre d'exécution de 72 heures. Elle se souvint de la nuit où elle avait signé cette version. Thomas avait commandé à emporter, apporté du vin, lui avait dit de prendre son temps. Elle l'avait parcouru, à moitié distraite, et avait demandé, « Y a-t-il quelque chose de différent ?» Il avait souri et dit, « Surtout des corrections. » Des corrections, en effet. Que se passe-t-il si nous contestons cela, dit-elle, non pas à Darren, mais à la salle. Personne ne répondit. Pas même le directeur financier qui était assis, rigide, pâle, sa tablette intacte. Darren se pencha en arrière. Les fonds sont déjà en transition. Cette réunion est une courtoisie, pas une consultation. Elle voulait crier. Au lieu de cela, elle s'assit lentement. Ses mains tremblaient tandis qu'elle murmurait, il avait tout prévu. Darren ne hocha pas la tête. Il n'en avait pas besoin. À midi, l'accès exécutif d'Élise au portail de la trésorerie fut révoqué. À 13h43, l'équipe financière reçut un mémo de Stratwell confirmant l'exécution de l'ordre de retrait. À 15h, plus de 20 millions de dollars de capital de soutien avaient disparu, redirigés via 3 comptes silencieux, chacun enregistré auprès de sociétés de holding distinctes, chacun avec le nom de Thomas sur la chaîne d'origine. Pas ouvertement, mais sans équivoque. Pire que l'argent, cependant, fut ce qui suivit à 15h17, une liste de contacts presse mise à jour envoyée à tous les agents de relations publiques du cabinet. Sous demande des médias porte-parole, son nom était absent. Juste une ligne en bas, en attente de confirmation du conseil d'administration. À 16h26, elle était assise seule dans la salle de guerre. Lumières éteintes. Tout ce qui restait sur la table était le dossier vide que Darren avait laissé derrière lui. À l'intérieur du dos, quelqu'un avait écrit une phrase à l'encre de stylo-plume. La prochaine fois, lisez l'addendum. Les lumières du studio étaient douces, chaudes, délibérément flatteuses, du genre destiné à lisser les rides de tension et à présenter les PDG comme des visionnaires calmes et posés. Élise était assise au centre d'un décor minimaliste, entourée de panneaux gris doux et d'une fougère de bon goût. Quelqu'un l'avait probablement brumisée 30 secondes avant le début du tournage. Elle portait un blazer bleu marine avec un chemisier blanc impeccable, des boucles d'oreilles discrètes et une très légère couche de fond de teint masquant une semaine de nuit blanche. À l'écran, ça fonctionnait. Hors écran, elle se désagrégeait molécule par molécule. Le format était simple. Un segment de 10 minutes sur les femmes modernes dans le droit, diffusé dans une émission matinale locale, un reportage complaisant choisi et négocié par son agence de relations publiques, l'un des rares fournisseurs qui ne l'avait pas encore abandonné. Le producteur appelait cela une « stabilisation de la réputation », une reformulation douce pour l'effondrement narratif en cours. Élise accepta parce qu'elle avait besoin d'une victoire, d'un seul moment où elle pourrait avoir l'air de tenir encore le volant. Les premières questions étaient inoffensives, sûres, répétées. Dites-nous ce qui a inspiré la fondation de Langford Legal. Eh bien,
sourit Élise, il s'agissait vraiment d'indépendance, de construire quelque chose à partir de zéro avec le genre d'intégrité et d'innovation que les grands cabinets perdent parfois de vue. Certains disent que vous avez redéfini le modèle du cabinet boutique. Quelle est la prochaine étape pour le cabinet? Nous nous développons prudemment, mais avec clarté. Les dernières semaines nous ont montré où nous devons renforcer nos fondations. Elle prononça le mot « fondation » avec soin, sachant qu'il déclencherait quelque chose en elle. Elle garda son sourire crispé. L'intervieweuse, une femme nommée Cara, peut-être fin de la vingtaine, trop enthousiaste, se tourna vers une nouvelle fiche. Et comment répondriez-vous aux récentes rumeurs de restructuration financière? Élise se pencha en avant. Nous restons pleinement opérationnels. Ce genre de transition est normal quand un cabinet évolue aussi vite que le nôtre. Nos clients continuent de recevoir le même service d'élite. Rien ne change à ce niveau. Cara hocha la tête, mais son sourire suivant n'était pas aussi amical. Une dernière chose, dit-elle nonchalamment, retournant sa dernière fiche face cachée. Juste quelque chose que nos téléspectateurs se demandent. Élise se tendit. Est-il vrai, dit Cara, marquant une pause pour les faits, que votre ex-mari était l'investisseur majoritaire silencieux de votre cabinet? La pause qui suivit aurait pu engloutir un quartier entier. Le responsable des relations publiques derrière la caméra s'agita sur son siège. Quelqu'un toussa. Élise cligna des yeux une fois, lentement, comme si son cerveau devait mettre la question en mémoire tampon avant de la rejeter. Je ne pense pas que ce soit pertinent, dit-elle, la voix soudainement plus fine. Mais est-ce vrai? Demanda de nouveau Cara, polie mais insistante. Parce que les archives publiques montrent maintenant que Stratwell Capital, votre principal investisseur, était entièrement contrôlé par Thomas Whitaker. Et les gens se demandent si le financement venait de lui. L'avez-vous vraiment construit seul? Élise ne répondit pas. Elle se leva en pleine question, retira son micro et quitta le plateau sans un mot. La caméra continua de tourner. Le plan de son dos tourné, marchant d'un pas rapide devant la fougère et sortant du cadre, fut plus tard découpé et partagé plus de fois que l'interview elle-même. Elle pensait qu'ils le couperaient. Ils ne l'ont pas fait. À 19h03, le segment fut diffusé sans montage à la télévision locale. À 20h19, il avait été découpé, sous-titré et mis en ligne sur plusieurs comptes de potins juridiques sur Instagram et TikTok. À 21h, le nom du cabinet était en tendance sur Twitter. Pas pour une victoire juridique, pas pour son expansion, pas pour ses interviews impeccables du passé, mais pour une seule phrase. L'avez-vous vraiment construit seul? C'était la question qu'elle avait essayé d'enterrer. C'était la question qui refusait maintenant de mourir. Et soudain, tout le monde avait un avis. L'arnaque classique. Utiliser l'argent du type, puis le larguer pour l'image. Elle est partie parce qu'elle ne pouvait pas mentir à la caméra. Pourquoi effacer le nom des dossiers de presse s'il n'y a rien à cacher? L'histoire avait muté. Il ne s'agissait plus de ses accomplissements. Il s'agissait du fantôme dans les fondations, de l'homme discret sur les photos qu'elle avait l'habitude de recadrer, du financier sans nom qui avait maintenant tous les leviers. Son Slack interne s'illumina de messages, il faut qu'on parle. Le canal RH publia un rappel, ne pas parler à la presse. Son agence de relations publiques cessa complètement de répondre aux appels, et sa boîte de réception fut inondée de demandes des médias intitulées uniquement « Demande de clarification rôle de Monsieur Whitaker ». Le contrôle était perdu. Maintenant, l'histoire n'était plus la sienne. C'était la sienne à lui. C'est arrivé dans une enveloppe blanche, livrée en main propre. Pas de mail, pas d'appel téléphonique, juste une lettre pliée avec son nom en caractères sérif gaufrés. Le genre de choses que quelqu'un envoie quand il veut s'assurer qu'il n'y a pas de place à l'interprétation. Élise l'ouvrit seule dans son bureau, serrant toujours un expresso tiède qu'elle n'avait pas bu depuis le matin. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste de votre conseil juridique, citant un conflit d'intérêts lié à de récentes révélations. Signé, Richard H. Lennox, ESQ. Elle cligna des yeux, puis relut. Richard était avec elle depuis le premier jour, bien avant que Langford Legal ait des bureaux, des clients ou même un logo. C'est lui qui avait examiné ses premiers contrats de service, aidé à rédiger sa structure opérationnelle, et s'était assis à côté d'elle la nuit où elle avait signé le bail de leur emplacement phare. Il n'avait jamais manqué une date limite de dépôt, n'avait jamais pris de vacances pendant un cycle de litige, et connaissait chaque squelette dans son placard, y compris ceux financiers qu'elle avait enterrés sous les biens matrimoniaux partagés. Elle envoya un SMS, riche,
Quel conflit? Ce n'est pas sérieux. Pas de réponse. Elle appela. Directement sur la messagerie vocale. 3 heures plus tard, le répertoire interne du cabinet marquait son profil comme « archivé ». Son assistante ne dit rien, se contentant de planer dans l'embrasure de la porte comme si elle avait répété des excuses pendant une semaine et réalisait soudain qu'aucune ne fonctionnerait. Le jour suivant, Élise tenta de présenter les choses différemment. Richard se retire pour des raisons de santé, dit-elle lors d'un appel avec l'un des administrateurs. Pas d'animosité. C'était un mensonge, mais pas le pire qu'elle ait raconté récemment. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la vitesse à laquelle les images se propageraient. 3 nuits plus tard, lors d'un gala de charité de haut niveau pour des bourses en technologie juridique, auquel Élise avait fait des dons pendant des années, un média publia un clip sur ses réseaux sociaux. Il montrait Thomas arrivant seul dans un costume 3 pièces anthracite, ressemblant moins à un ex-conduit qu'à un homme arrivant pour la cloche de clôture à la bourse. Il avançait tranquillement. À ses côtés, Richard Lennox, souriant, riant, serrant des mains. La légende disait, Thomas Whittaker apparaît avec un nouveau représentant légal au gala de la Fondation Bacon. Des sources confirment que Lennox conseille désormais Stratwell Holdings. Élise ne respira pas pendant 5 bonnes secondes. Elle regarda le clip en boucle. Dans les images, Richard se tourne pour dire quelque chose à Thomas. Décontracté, familier. Puis Thomas lui tape dans le dos comme s'ils avaient fait ça 1000 fois. Il n'y avait aucune tension, aucune hésitation, juste un alignement. Un alignement parfait, rodé. C'était un niveau de coordination qui prenait du temps. Il n'avait pas simplement débauché Richard dans un accès de vengeance. Il l'avait courtisé progressivement, discrètement. Tandis qu'Élise était trop occupée à soigner son image et à filtrer les voix dérangeantes. Le lendemain matin, les canaux de discussion internes du cabinet bourdonnèrent de nouveau. Quelqu'un posta une capture d'écran du clip dans le fil actualité juridique avec une seule ligne en dessous. L'avocat fondateur du cabinet, maintenant avec le fonds fondateur. Elle la supprima immédiatement. Mais le mal n'était pas numérique. Il était structurel. Parce que Richard était plus qu'un simple bras juridique. Il était un symbole. Il était la continuité. Et maintenant, il était la preuve vivante que ses relations les plus solides n'étaient plus les siennes. Élise essaya de l'expliquer lors de son appel hebdomadaire avec ses associés restants. Richard et moi avions des visions différentes. C'était mutuel. Silence. Puis Daniel, le seul membre du conseil qui lui parlait encore directement, dit doucement, « Tu ne savais même pas qu'il était parti, Élise. » La phrase résonna, pas seulement dans la pièce, mais dans son esprit. Elle pensait que Thomas était parti le soir de la fête sur le toit. Il n'était pas parti. Il avait simplement changé de lieu, passant de l'ombre à la stratégie, du soutien au siège. Et il avait emmené son avocat avec lui. C'était un lundi, toujours un lundi. Le bureau était plus calme que d'habitude, un vide sonore qu'aucun appel de conférence ou claquement de talons n'osait interrompre. Élise arriva à 7h18. Tôt, délibérément, de manière contrôlée. Elle portait du gris, pas son rouge puissant habituel ou son bleu nuit, juste du gris. Quelque part entre la reddition et le camouflage. Son assistante n'était pas à son bureau. Pas de café en attente, pas d'emploi du temps imprimé, juste une enveloppe Kraft non ouverte placée au centre de son bureau en verre, parfaitement alignée, sans adresse de retour, sans logo, juste son nom en lettres capitales, formel et serré. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle fit d'abord le tour de la pièce, alluma ses moniteurs, fixa son mur de récompenses encadré et de plaques brillantes. Elle semblait obsolète maintenant. Des pierres tombales en papier. Puis elle s'assit et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un seul document, long de 12 pages, soigneusement agrafé en haut. La première page était tout ce qu'elle avait besoin de voir. Avis de restructuration de l'actionnariat avec effet immédiat. Ses yeux parcoururent rapidement le corps de la lettre, n'attrapant que des fragments. Point à voter en faveur du protocole de gouvernance révisé. Point la PDG conserve un titre cérémoniel. Point autorité opérationnelle suspendue en attente de ratification par le Conseil. Point droit de vote réattribué conformément à l'article 5, section 3. Elle tourna à la dernière page. 11 signatures, tous les membres restants du Conseil, et une dernière, à l'encre bleue foncé, seule en dessous de toutes les autres, non pas tapée, mais signée à la main. Thomas S. Whittaker. Juste en dessous,
d'une écriture stable et délibérée, construit en silence, retiré en silence. Pendant un instant, Élise ne bougea pas. Puis elle plia lentement le document, comme s'il avait un poids, plus que du papier, plus lourd que l'acier. Elle ne pleura pas. Pas encore. Les larmes étaient là, pressées contre sa gorge, mais elles étaient trop fières pour couler. Au lieu de cela, elle se leva, traversa le bureau et ouvrit complètement les stores. La ligne d'horizon était la même, froide, métallique, impitoyable. Elle essaya de se connecter au tableau de bord interne. Accès refusé. Elle essaya de composer le poste de la salle de conférence. Pas de réponse. Elle appela les RH. Messagerie vocale. Quand elle essaya d'envoyer un message à son assistante, la réponse Slack arriva automatiquement. Je ne travaille plus chez Langford Legal. Veuillez contacter les opérations générales. La chaise derrière son bureau lui parut soudain étrangère, trop haute, trop rigide, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre maintenant. Parce que c'était le cas. Les titres étaient toujours là. PDG, fondatrice, visionnaire. Mais ce n'était plus que des costumes maintenant. Accrochés à un mannequin que tout le monde avait cessé d'habiller. Élise se laissa retomber dans la chaise et fixa de nouveau l'enveloppe. Ce n'était pas de la vengeance. C'est ce qui la hantait le plus. Il n'y avait pas de jubilation, pas de campagne de dénigrement, pas d'embuscade médiatique ou de démolition publique, juste un remplacement chirurgical et systémique avec ses propres plans. Elle avait un jour déclaré à un magazine qu'elle n'aurait jamais besoin de regarder par-dessus son épaule parce qu'elle ne regardait que vers l'avant. Il s'avère qu'elle aurait dû regarder en bas, vers l'homme qui se tenait derrière elle depuis 17 ans. L'homme qu'elle avait publiquement renvoyé avec un toast au champagne et une enveloppe en papier craft. L'homme qui l'avait laissé se prélasser sous les projecteurs pendant qu'il contrôlait discrètement l'électricité. Elle regarda de nouveau la ligne signée. Construit en silence, retiré en silence. Ce n'était pas une menace. C'était un éloge funèbre. 2h17 du matin. Son téléphone s'illumina dans l'obscurité, projetant des ombres bleu pâle sur le bord de sa table de chevet. Élise avait cessé de mettre les notifications en sourdine il y a des jours, comme une joueuse attendant une dernière main. Elle avait commencé à le garder face visible sur l'oreiller à côté d'elle, comme si la proximité pouvait invoquer une conclusion. Peut-être une seconde chance. Peut-être juste une explication. Appel numéro 47. Manqué. Pas de message vocal. Juste le numéro. Une tentative de plus dans une longue procession de supplications numériques sans réponse. Elle le fixa, retenant à peine sa respiration. Puis l'écran s'alluma de nouveau. Pas un appel, un message de Thomas. Il ne contenait qu'une seule ligne. Tu n'as jamais compris qui a construit ton empire. Mais moi, oui. Elle le lut une fois, puis une autre, et encore une autre. Chaque mot décollait quelque chose d'elle qu'elle avait passé des années à coller. Ses doigts devinrent mous. Le téléphone lui glissa de la main et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Elle ne bougea pas pour le ramasser, resta simplement assise au bord de son lit, figée dans un silence qui n'était pas paisible, mais total. Le genre de silence qui n'apaise pas, mais qui dévore. Dehors, le vent changeait. Quelque part dans la rue, des équipes de construction travaillaient sous des projecteurs, leurs perceuses vrombissant en courtes rafales rageuses, remplaçant la signalisation. Ils avaient dit que la nouvelle enseigne serait installée ce soir. Discrètement, sans cérémonie, sans communiqué de presse. Elle se leva lentement, traversa la pièce et écarta le rideau avec le bord de sa main. De la fenêtre de son penthouse, elle pouvait voir le toit du siège de son cabinet. Les ouvriers se déplaçaient comme des fourmis, précis, sans visage. La signalisation en lettres dorées qui criait autrefois, Élise et compagnie, avait été entièrement retirée, les lettres disparues, la base grattée. À leur place, le nouveau nom brillait sous les lampes de travail halogènes. Stratwell Legal propriété fiduciaire. Cela n'avait même pas l'air temporaire. Cela semblait inévitable. Elle cligna des yeux une fois, deux fois, puis s'assit par terre, le dos contre le mur, les genoux ramenés contre sa poitrine comme un enfant abandonné après la fin du jeu. Elle n'était pas renvoyée, pas escortée dehors, pas publiquement annulée. Elle était juste superflue. Le cabinet ne s'était pas effondré. Il avait été absorbé, recalibré, rebaptisé. Elle avait toujours un bureau quelque part. Recevait toujours des mémos transférés automatiquement avec son nom en pièces jointes.
existait toujours dans la structure comme un appendice dans un corps qui n'avait plus besoin d'elle. Mais son pouvoir, son récit, son illusion de maternité de l'œuvre. Disparu. Thomas n'a jamais fait de discours, n'a jamais écrit de livre de révélation, n'a jamais paradé sa victoire. Il a simplement inversé la structure, a pris chaque fondation qu'elle avait ignorée, chaque clause qu'elle avait survolée, chaque main qu'elle avait repoussée, et a retourné la hiérarchie. Elle lui a donné la clé quand elle lui a tendu cette enveloppe sur le toit, et il l'a utilisée non pas pour s'échapper, mais pour entrer, pour réclamer la partie de l'empire dont elle pensait ne pas avoir besoin de lui. Et maintenant, il l'avait. Tout. Absolument tout.